Salut à tous, nous sommes le mercredi 11 mars 2026 et notre cher ami et frère Matthew Ho est avec nous. Bon retour parmi nous, Matt. Salut Nima, content de te voir. Laisse-moi commencer, Matt, par ce qui se passe aux États-Unis. Il y a beaucoup de répercussions politiques ici, à cause de la guerre entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient. L'une d'elles a été la sortie de Chuck Schumer d'un briefing où il a déclaré ceci. Voici ce qu'a dit Chuck Schumer. L'explication de Trump au sujet de sa guerre en Iran devenait de plus en plus confuse et contradictoire d'heure en heure. Hier, les amis, un peu de silence, s'il vous plaît. Comme je le disais, l'explication de Trump sur sa guerre devenait presque chaque heure plus confuse et plus contradictoire. Hier, Trump a déclaré avec désinvolture « Je pense que la guerre est très complète, à peu près ». Mais ce matin, Hegseth s'est présenté devant les caméras et a annoncé qu'aujourd'hui serait la journée la plus intense de frappe jusqu'à présent, impliquant, je cite, « le plus de chasseurs, le plus de bombardiers, le plus de frappes ». Fin de citation. Alors, qu'en est-il? La guerre est-elle sur le point de se terminer ou sommes-nous au bord des combats les plus violents jusqu'à présent? Donald Trump est un menteur. Il affirme que des missiles Tomahawk iraniens sont responsables du bombardement d'une école Earl Burroughs qui a malheureusement tué 170 personnes, dont de nombreux enfants. L'Iran ne possède pas de missiles Tomahawk. Cette affirmation est au-delà du ridicule. C'est tout simplement un mensonge pur et simple. Le président ne peut pas parler à la légère d'un sujet aussi grave. Le président des États-Unis répand des mensonges flagrants à propos d'une guerre qu'il a lui-même déclenchée. Oui, Matt, que se passe-t-il aux États-Unis concernant Donald Trump? Parce que personne ne croit Donald Trump. Il semble que Chuck Schumer parle de lui de cette manière. Tu vois, les responsables iraniens disent la même chose. Ils ne lui font pas confiance. Ils ne veulent pas négocier avec lui. Ils ne voient rien de bon en sortir, car ils ont été trompés 2 fois. Alors, comment comprends-tu, de l'intérieur des États-Unis, ces répercussions et les politiciens qui demandent à Donald Trump quel est l'objectif? Qu'allez-vous accomplir? Quelle est ta compréhension de tout cela? Eh bien, Donald Trump, vous savez, nous le disons depuis des années, est le président des États-Unis le plus malléable. Et je pense que ce que nous voyons, ce sont toutes ces forces qui se sont présentées à la Maison-Blanche, qu'il s'agisse d'Israël, du complexe militaro-industriel, de l'industrie des combustibles fossiles, des entreprises technologiques, qui voient un marché de 92 millions de personnes, ou simplement de l'inertie de 47 ans d'une démocratie cherchant à se venger de l'humiliation de 1969, en particulier la crise des otages de l'ambassade américaine. Vous savez, c'est simplement la réalité de l'Empire. Toutes ces choses que je viens d'énumérer sont des manifestations de cette réalité impériale. C'est une guerre que l'Empire devait inévitablement mener. Quiconque s'y oppose se retrouvera, tôt ou tard, dans la même situation que l'Iran. Cependant, certains présidents précédents y ont résisté. La pression exercée sur George W. Bush pour qu'il parte en guerre contre l'Iran était incroyablement forte et profonde. Mais Bush a décidé de ne pas le faire, comprenant que ce n'était pas une guerre qu'on pouvait gagner. L'amiral Fox Fallon, alors président du comité des chefs d'état-major interarmés, s'est en quelque sorte sacrifié sur ce point. Mais la guerre que les néoconservateurs souhaitaient mener à travers l'administration Bush s'est poursuivie dans les années 2000. Elle n'a simplement pas été réalisée. Barack Obama a certainement fait face aux mêmes pressions. Et Obama, à son crédit, non seulement a évité la guerre, mais a aussi réussi à mettre en place le JCPOA,
le traité nucléaire avec l'Iran. Avec Donald Trump, on n'a pas cette force. On n'a pas cet engagement envers un quelconque principe ou une loyauté envers les institutions. C'est un homme sans repère, sans ancrage. Il se fie simplement à son instinct et il s'est entouré de personnes qui pensent comme lui. Je veux dire, c'est différent, non? Contrairement à lui et à ses prédécesseurs, non seulement Donald Trump, mais presque tous les membres de son cabinet n'ont aucune loyauté. Ils n'ont d'allégeance envers aucune institution. Ils n'ont aucun héritage auquel ils se sentent redevables. Ils ne considèrent pas l'infrastructure sur laquelle ils reposent comme quelque chose à laquelle ils doivent quoi que ce soit. Et c'est cela qui rend vraiment cette administration différente de la précédente. Je pense donc que ce que nous voyons, c'est cette guerre qui arrive enfin. Toute cette pression a culminé lorsque Donald Trump a dit « Oui, lançons cette guerre ». Et ce que nous voyons maintenant, c'est la preuve de cela. La preuve qu'il avait toutes ces influences différentes, toutes ces pressions diverses, toutes ces institutions et ces individus pour des raisons qui leur étaient propres, exigeant que Donald Trump déclenche cette guerre. Et ils ont eu la guerre. Ils ont eu un dirigeant qu'ils ont poussé à la faire parce qu'il est encore une fois très malléable, pour le dire poliment. Et je pense que c'est ce que nous voyons ici. Vous savez, il y a eu des commentaires sur l'incompétence de cette administration, sur le fait que cette bande de personnages à la tête du gouvernement, leurs principales caractéristiques, leurs principaux attributs, sont d'être des sycophantes, des escrocs, le même type de personnes qui ont prospéré dans l'establishment politique et médiatique américain corrompu, comme Donald Trump l'a fait. Vous voyez, il faut donc souligner tous ces points. Mais je pense que ce qu'il y avait, c'était ces grandes forces qui voulaient la guerre avec l'Iran depuis des décennies et qui ont enfin trouvé un président prêt à la faire. Et je pense que c'est pour cela qu'on voit un flot de raisons différentes pour cette guerre, qu'il y a toutes sortes d'objectifs et qu'ils se contredisent tous. Et il ne faut pas passer sous silence le fait que ces gens sont aussi des menteurs. Je crois avoir dit la semaine dernière que la principale différence entre la guerre de 2003 en Irak et celle-ci, c'est qu'en 2003, elle était menée par des menteurs compétents. Et maintenant, bien sûr, nous sommes dans une guerre dirigée par des menteurs incompétents. Aujourd'hui, nous avons appris par le Wall Street Journal que l'Iran exporte davantage de pétrole par le détroit d'Ormuz qu'avant la guerre. Radiant aussi, à depths, AMVAT. Oui, cela montre qu'il contrôle ce commerce. Tu sais, on avance quelque part, Matt, parce qu'il faut comprendre pourquoi Donald Trump adopte cette nouvelle rhétorique. Voici ce qu'il a dit aujourd'hui à propos de la guerre. À propos de l'Iran, vous avez parlé d'une excursion, vous avez dit que ce serait bientôt terminé. Pensez-vous que ce sera fini cette semaine? Non, mais bientôt. Vous parlez de quelques jours? Je le pensais. Et c'est avec qui, Maïs? Très bientôt. Écoutez, tout ce qu'ils avaient a disparu, y compris leur direction. En fait, il y a 2 niveaux de direction. Et en réalité, il s'avère qu'il y en a même plus que cela. Mais 2 niveaux de direction ont disparu. La plupart des gens n'ont même jamais entendu parler des dirigeants dont ils parlent. C'est donc évidemment quelque chose de très, très puissant, très efficace. Oui, il a dit, tu sais, l'autre jour, on aurait dit que c'était fait délibérément. Du moins, c'est la perception. Il a fait des commentaires à CBS News lundi, disant que la guerre était presque terminée. La sagesse conventionnelle veut qu'il ait fait cela pour calmer les marchés pétroliers. Et nous avons effectivement vu les prix du pétrole baisser. Ensuite, il a annoncé qu'il tiendrait une conférence de presse plus tard dans la journée, après la fermeture des marchés.
À ce moment-là, il est revenu à sa rhétorique du genre « la guerre est presque finie, mais nous ne faisons que commencer la guerre ». Et tu sais, je ne ris pas de ça. C'est juste, je pense, de l'exaspération. Exactement. Et l'émotion que nous ressentons tous en ce moment, alors que nous sommes témoins de cette horreur, je veux dire, l'horreur vécue par ton peuple, Nima, en Iran. Les dizaines de millions de personnes soumises à cette terreur, les conséquences bien réelles de ce que nous voyons sur nos écrans, des familles qui perdent leurs proches, des vies dont l'avenir est effacé ou à jamais bouleversé. Tu sais, des rêves d'avenir qui s'évanouissent, anéantis par cette guerre. Pour combien de familles en Iran? Et on peut en dire autant pour les populations de l'ensemble des monarchies du Golfe, pour celles d'Irak, pour celles d'Israël. Et puis, bien sûr, il y a les Américains, 7 familles qui n'ont plus leurs fils et leurs filles ou leurs maris. Vous savez, il y a une gravité dans tout cela, mais aussi une absurdité. Nous sommes désormais dans un domaine du macabre, n'est-ce pas? Il y a un aspect grotesque à tout cela, et la seule réaction possible, c'est l'exaspération. Je ne sais pas quoi d'autre dire. En regardant tout cela, c'est de la folie. C'est une folie absolue. Oui, aujourd'hui il a parlé avec Barak Ravid d'Axios. Cela a également été rapporté sur Axios. Il est dit que le président Trump lui a déclaré lors d'un entretien téléphonique aujourd'hui que la guerre avec l'Iran se terminerait bientôt parce qu'il n'y a pratiquement plus rien à cibler. Un peu de ceci, un peu de cela. Et que dès qu'il voudra y mettre fin, il le fera. Et vous savez, je trouve cela assez étonnant, car ce n'est pas le message que transmettent les responsables iraniens. Ils ne voient pas la situation comme Donald Trump la voit. Ils ne perçoivent pas de cessez-le-feu. Ils ne voient rien de tel se produire de sitôt. Et du côté israélien, ils partagent le même point de vue. Ils disent « Nous allons continuer, nous allons rester dans ce combat ». Je ne suis pas sûr de savoir, si les États-Unis décident de se retirer, comment Israël va poursuivre les attaques. Il y a beaucoup de variables à prendre en compte. Quelle est votre compréhension de tout cela? Eh bien, je veux dire, il y a une certaine forme de génie, si l'on veut, à ne pas avoir d'objectif clair, n'est-ce pas? Parce que personne ne peut vous en tenir responsable. Et Donald Trump, encore une fois, contrairement à ses prédécesseurs, changera d'avis. George W. Bush n'aurait jamais fait une telle chose. Donc, l'idée que Donald Trump en ce moment soit en train de rédiger un message sur Truth Social disant « La guerre est terminée, nous avons atteint tous nos objectifs, nous avons tout détruit en Iran ». Il peut le faire, et il peut s'en tirer, vous savez. Et cela mettrait fin à la guerre. Et c'est malheureusement notre meilleure chance pour le moment. Parce que sinon, comment cette guerre se termine-t-elle? Nous ne comprenons pas quels sont les objectifs américains. Et donc, quand nous ne comprenons pas cela, enfin, je devrais dire ceci. Nous avons bien certains accords ici, n'est-ce pas? Quand nous voyons les Américains déplacer leur système de défense antimissile THAAD hors de Corée du Sud et d'autres régions du monde pour les envoyer au Moyen-Orient, cela nous montre que les Américains ne pensent pas que les Iraniens vont s'arrêter de sitôt. Cela nous montre aussi que les Iraniens ont réussi. Soit ils ont réussi à détruire des batteries de missiles THAAD, ce dont nous avons vu de bonnes preuves. Soit leur capacité de missiles, leur flotte, leur inventaire, leur stock de missiles et de drones est bien plus important que ce que les Américains et les Israéliens avaient estimé au début de cette guerre. Je veux dire, donc, mais comment tout cela se termine-t-il? Vous savez, c'est une très bonne question, à moins que Donald Trump ne décide simplement d'y mettre fin, parce que c'est dans sa nature de le faire. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose auquel on peut s'accrocher. Peut-être qu'il décidera simplement d'y mettre fin. Mais sinon, oui,
Cette idée que les États-Unis ont en Iran des objectifs qui pourraient être atteints d'une manière permettant réellement d'obtenir le résultat politique consistant à empêcher l'Iran de menacer Israël. Cela n'existe tout simplement pas. Je veux dire, et ensuite, que se passe-t-il? J'ai vu des analyses et des commentaires qui disent en gros, eh bien, vous allez détruire tous leurs lance-missiles. Et admettons, pour les besoins de la discussion, que vous le fassiez. Et ensuite, que se passe-t-il? Ils en reconstruisent de nouveaux. Et alors, que fait-on? Eh bien, on les bombarde à nouveau. Je veux dire, cela n'a pas de fin. Il n'y a pas de victoire. On engage simplement les États-Unis dans une guerre sans fin. Donc cette folie et tout ce qui l'accompagne, je pense que la façon dont cela se terminera, bien sûr, passera par les marchés. Je pense que la pression que l'Iran va exercer sur l'économie mondiale, comme il démontre sa capacité à le faire, il faut en rire, c'est que les Iraniens gagnent en réalité plus avec leurs exportations de pétrole. Maintenant qu'il y a 2 semaines, n'est-ce pas? Ils en profitent et bien sûr, ils laissent passer leurs navires par le détroit. Bien sûr qu'ils le font. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à bloquer la mer d'Arabie maintenant. On va empêcher les pétroliers iraniens d'aller en Chine. C'est ça qu'on va faire. On a un peu fait ça avec le Venezuela. Alors, est-ce qu'on va vraiment mettre la pression sur les Chinois à ce sujet? Quand vous savez, on parle de choses comme le remplacement du matériel américain pour compenser les 3 F-15 abattus par des pilotes koweïtiens ou pour remplacer les centres radars et de communication que les drones et missiles iraniens détruisent. Pour remplacer tous les missiles, qu'il s'agisse de munitions à distance, de bombes JDAM ou d'intercepteurs de défense aérienne. Tout cela nécessite les minéraux critiques que nous obtenons de Chine. Donc de haut en bas, dans cette affaire, l'incompétence est tout simplement stupéfiante. Une incompétence absolue. L'incapacité à comprendre comment l'Iran allait réagir, alors qu'il l'avait clairement répété encore et encore. L'incapacité à évaluer correctement la capacité américaine, la capacité de l'Amérique à... Enfin, je pourrais continuer avec toute une liste de choses. Mais oui, l'incompétence. Cette incompétence est absolument sidérante. Pour ceux d'entre nous qui critiquaient, méprisaient et regardaient de haut l'administration avant cela, nous restons tout de même choqués par le degré d'incompétence de cette administration. Matt, comparez ce qui s'est passé en mer Rouge contre les Yéménites à ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'il y a une différence significative. Dans cette guerre, c'était entre les États-Unis et le Yémen. Mais la guerre contre l'Iran concerne la région tout entière. Elle concerne tous ces États arabes, ainsi que le Japon et la Corée du Sud. L'issue de la guerre, et ce qui se passe en ce moment, c'est que ces pays se demandent quelle est la principale raison d'avoir une base américaine sur notre territoire, par exemple? Parce que Donald Trump, tu as mentionné que Donald Trump pourrait dire « Nous avons déclaré la victoire », comme il l'a dit pour le Yémen. Il a dit qu'ils avaient capitulé. Je m'en vais simplement. Je rentre chez moi. Et cela ne se produira pas dans l'esprit des États arabes qui ont souffert pendant cette guerre. Ils souffrent encore aujourd'hui, au moment même où nous parlons, à cause des attaques. Oui, je veux dire, c'est une question très aiguë pour les États arabes, en particulier pour les monarchies du Golfe. Mais c'est aussi quelque chose qui concerne le reste du monde, et nous en avons parlé à de nombreuses reprises au fil des ans. Nima, le déclin de l'Empire américain, la réalité des relations des nations avec les États-Unis, et le besoin, la nécessité, le désir de s'éloigner de cette hégémonie, de s'affranchir de la primauté américaine. Et cela ne fait que renforcer cette tendance. Cela ne fait que l'accélérer. Je veux dire surtout, comme tu le dis, pour les États du Golfe, cette idée que nous avons tant investi dans ce rôle subordonné vis-à-vis des États-Unis.
Nous leur avons permis d'installer leur base ici. Nous leur avons permis de présenter dans notre région une politique qui favorise fortement, enfin c'est un euphémisme, une politique américaine au Moyen-Orient qui est en réalité une politique Israël d'abord. Je veux dire, vous avez vu les États du Golfe simplement s'y conformer et l'accepter. Et pourquoi? Pour cela maintenant, pour la destruction de leurs infrastructures, le massacre de leur population et la ruine de leurs économies. Je veux dire, il faudra beaucoup de temps à ces États pour se remettre de cette interruption de la production de pétrole et de gaz qu'ils subissent tous en ce moment. Dans le cas des Saoudiens et des Émiratis, cette réduction va leur prendre un certain temps avant de se rétablir, des mois, peut-être des années. J'ai vu aujourd'hui une publication à propos du choc pétrolier de 1973, de l'embargo pétrolier de 1973, qui n'a duré que 6 mois, mais dont les répercussions se sont fait sentir tout au long de la décennie. Et c'est tout à fait vrai, cela a duré jusque dans les années 1980. Donc oui, nous allons connaître la même chose ici. Ces États du Golfe, mais aussi des États à travers le monde, se retrouvent confrontés, plus tôt que prévu peut-être, à ce carrefour très important. Que va-t-on faire de l'Empire américain? Je veux dire, certainement pour les Japonais et les Coréens. On a vu à quel point leurs dirigeants se sont empressés de se montrer empressés lorsque Donald Trump a rendu visite l'année dernière. Je veux dire, c'était absolument, vous savez, les Japonais disant à Trump qu'il l'avait nommé pour le prix Nobel de la paix. Les Coréens lui remettant leur propre prix de la paix, ainsi qu'une sorte de couronne. C'était tout simplement absurde, répugnant. Et maintenant, les voilà. Leurs marchés ont subi de lourdes pertes cette semaine, et les nations dépendantes des importations d'énergie de l'ère Trump, comme le Japon et la Corée, connaissent de réelles difficultés en ce moment, notamment pour le gaz. L'impact de tout cela sur les Japonais et les Coréens est vraiment considérable. Oui, je pense que pour de nombreux pays, le calendrier de cette discussion sur ce qu'il faut faire à propos des États-Unis a été considérablement avancé pour eux, en particulier pour les États du Golfe. Je crois que beaucoup d'entre nous ont été encouragés de voir ce rapport dans le Wall Street Journal. Je crois que c'était le Wall Street Journal ou le Financial Times, la semaine dernière, où des suggestions circulaient dans le Golfe, disant que peut-être le moment était venu. Peut-être qu'il est temps de retirer nos actifs des États-Unis. Peut-être qu'il est temps de freiner les investissements. Et l'un des problèmes pour les Américains, c'est que les États-Unis ont environ, nous avons à peu près 40 000 milliards de dollars de dette. Je crois que c'est 37 000 ou 38 000 milliards. Je ne me souviens plus exactement. Mais il s'agit d'environ 40 000 milliards de dollars de dette que les États-Unis détiennent. Environ un quart de cette somme arrive à échéance cette année, soit près de 10 000 milliards de dollars en titres américains qui doivent être réémis. Donc l'idée que les États-Unis agissent ainsi, avec cela devant eux, et qu'ils traitent leurs alliés, ou pas seulement nos alliés, mais aussi les Chinois, ceux qui achètent notre dette et financent notre gouvernement et notre mode de vie. De cette manière, tout en se comportant de façon aussi imprudente, insensée et stupide. Vous savez, pourquoi accepterait-il cela? Combien cela va-t-il nous coûter de vendre ces 10 000 milliards de dollars de dette? Lorsque nous émettrons ces titres, quel taux d'intérêt devrons-nous offrir pour que les gens acceptent de les acheter? Je pense que les dégâts que cette guerre a causés à Dubaï vont être énormes. Une perte immense pourrait survenir dans un avenir proche, car les gens partent. Personne ne sait s'ils vont revenir. Ce sont d'énormes répercussions
d'énormes conséquences pour Dubaï, par exemple. Et il y a d'autres États également, pas seulement les Émirats arabes unis, mais les Émirats sont certainement touchés. Dubaï a été profondément influencé par cette guerre. Oui, je veux dire, l'effet sur ces pays, ce n'est pas un choc immédiat, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement l'idée que c'est vraiment, vraiment douloureux d'avoir deux des plus grands aéroports du monde fermés. Cela a vraiment nui à la région et à ces pays. Et cela a aussi eu un impact en termes de production de pétrole et de gaz, interrompue, d'exportation bloquée, et du fardeau général que cette crise a fait peser sur les populations, que ce soit sur le commerce ou simplement sur leur qualité de vie, leur bien-être. Tu sais, c'est bien plus vaste que ça. Je veux dire, cela va durer des années. Et c'est pour cela que je dis que cette remise en question de l'Empire américain, si ces États ne s'y attellent pas maintenant, Nima, alors c'est tout aussi grave que ce que tu disais plus tôt à propos des Iraniens, qui ont été trahis 2 fois par les Américains lors des négociations, n'est-ce pas? 2 fois en 1 an pour que les Iraniens négocient à nouveau avec eux. Vous savez, si les Iraniens négocient encore avec les Américains, qu'est-ce que je vais faire? Je veux dire, dans ce cas, vous méritez ce qui vous arrive, en quelque sorte, non? En ce sens, il en va de même pour les États arabes, les monarchies du Golfe. Vous méritez ce qui vous arrive. Si vous restez dans cette relation avec les États-Unis après cela, alors vous le méritez. Et cela vaut aussi pour les Européens. S'ils n'ont pas tiré la leçon de l'année passée, particulièrement mise en évidence par ce fiasco de Reland. S'ils n'ont pas appris, alors je ne sais pas quoi te dire. Et tu vois bien comment les Européens font tout leur possible pour se plier aux volontés de Donald Trump ici. Ils envoient leur flotte en Méditerranée orientale, ils permettent aux avions américains d'utiliser leurs bases. C'est tellement ridicule. Tu sais, Keir Starmer dit que les avions américains peuvent utiliser les bases britanniques à des fins défensives. Et que font les Américains? Ils font décoller des B-1 et des B-52 de ces bases pour bombarder défensivement des quartiers iraniens. Franchement, les Espagnols sont les seuls à avoir un tant soit peu d'honneur dans tout ça. La seule parcelle de valeur que j'ai vue du côté européen. Et bien sûr, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si j'oublie quelqu'un qui mérite des éloges, mais je ne vois personne d'autre qui en mérite. Vous savez, c'est ce que les Européens doivent faire pour survivre. Et cela renvoie à l'idée que, eh bien, les Européens sont satisfaits de cette situation parce qu'elle revient essentiellement à s'en prendre à des personnes de couleur. C'est leur héritage. C'est sur cela que leurs institutions ont été construites. Et donc, ils s'y sentent à l'aise. Mais ils estiment aussi que ce type de relation avec Donald Trump et les États-Unis, à travers la guerre, sera celle qui les maintiendra ancrés à l'Empire américain et les gardera sous sa protection, tout en leur permettant d'être des vassaux profitant des avantages ou du butin d'appartenir à l'Empire. Mais ils sont idiots s'ils pensent qu'à un moment donné, cela ne se retournera pas contre eux. Tu sais, cette idée selon laquelle vous n'êtes que des pays sous l'Empire, qu'il n'y a qu'une seule nation qui compte dans un empire, et que ce n'est pas la vôtre. Ils sont idiots s'ils croient qu'en s'attachant à cette guerre en Iran, ils vont d'une manière ou d'une autre dépasser ces problèmes. Matt, on a demandé à Donald Trump ce qu'il pensait du nouveau guide suprême de l'Iran, et voici ce qu'il a répondu. Victoire d'Edgar. Victoire. Le pauvre reste le fils de la haute classe au soir. Je ne veux pas faire de commentaires. Mais je vais vous dire, je viens de parler avec les dirigeants de plusieurs pays, vous aurez une liste, et ils ont dit qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel. Nous l'avons.
et je l'ai construit pendant mon premier mandat et je l'ai utilisé. Je ne pensais pas que j'allais l'utiliser ce mois-ci. Mais nous avons la plus grande armée du monde, de loin. Personne n'a perdu. Ouais, il a juste esquivé la question, parce qu'il connaît la réponse, et il ne veut pas aller dans cette direction, ni mentionner la réalité de ce qui se passe. Ouais. Ouais. Je veux dire, c'est à peu près tout. Peu importe ce qu'on lui a vendu. Tu sais, les informations qui parviennent au président sont très soigneusement filtrées. C'est d'ailleurs clairement le rôle du chef de cabinet. Et je ne pense pas que quiconque ait jamais dit que Susie Wiles n'était pas une bonne chef de cabinet à cet égard. Tu sais, avec George W. Bush, avec Barack Obama, Joe Biden n'était en pratique pas au bureau, d'après tout ce qu'on peut comprendre. Mais si tu regardes les deux prédécesseurs qui comptent ici, Bush et Obama, les informations qu'ils recevaient étaient toujours triées. Donc il faut imaginer qu'il en va de même pour Donald Trump, même s'il est sur son Truth Social. Je ne sais pas s'il regarde X ou non. Il est probablement encore contrarié par toute cette histoire. Oui, enfin, je veux dire, je ne pense même pas qu'il le sache. Il ne sait rien de l'Iran. De toute évidence, je ne pense pas qu'il comprenne comment le gouvernement est réellement formé. Je pense qu'il a, comme beaucoup dans son gouvernement, cette idée que l'Iran est dirigé par une hiérarchie verticale de mollahs, et que c'est tout, et que si l'on retire simplement, comme dans une tour de Jenga, les bonnes pièces, tout s'effondrera, tu vois, deviendra un château de cartes. Et ce n'est pas le cas. Enfin, tu peux en parler bien mieux que moi. Mais c'est un grand gouvernement, une bureaucratie qui a été décentralisée précisément pour ces raisons, pour survivre à ce type de guerre. Je ne pense pas que ces gens comprennent cela, sans même parler du soutien que ce gouvernement reçoit d'une grande partie de la population. Tu sais, je veux dire, l'idée que l'ensemble de l'Iran soit contre le gouvernement, ou que la majorité soit contre le gouvernement, il n'y a aucune certitude à ce sujet. Et ces gens-là, ils ne le savent pas. Je ne pense pas qu'ils aient même vu les vidéos que nous avons vues. Tu sais, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, peut-être des millions de personnes descendant dans les rues d'Iran à ciel ouvert, sous les avions de guerre, les missiles et les drones américains et israéliens, se tenant en solidarité avec leurs compatriotes, pleurant leurs enfants morts et restant là dans la défiance envers l'Empire américain et son shérif Israël. Donc oui, je ne pense pas qu'ils aient vu cela. Je ne pense pas qu'ils en aient une réelle perception. Et l'hubris dont ils faisaient preuve, cette hubris impériale qu'ils affichaient après leur succès dans l'enlèvement de Maduro, leur a donné la confiance de se croire invincibles et de penser que bien sûr, cela allait fonctionner. Comment cela aurait-il pu échouer? Tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'Iran leur disait que cela allait marcher. On peut imaginer les conversations entre Rubio, Hegseth, Trump et Vance lorsqu'ils en parlaient. Vous voyez, c'est bien de cela qu'il s'agit. Ce cauchemar d'être engagé dans une guerre que les États-Unis ne peuvent pas gagner, avec des forces armées américaines surmenées, sous-dotées et dont l'équipement est en panne la plupart du temps. Dirigés par des hommes et des femmes incapables d'avoir un discours cohérent à ce sujet, et encore moins de fournir à leurs commandants des objectifs clairs et bien formulés pour cette guerre. Et bien sûr, les commandants de l'armée américaine sont incompétents. Ce sont des courtisans. Ils ont été vaincus 2 fois par les Houthis en mer Rouge. Ils ont été battus sur les champs de bataille d'Ukraine, en particulier en 2022 et 2023, lorsque les généraux américains commandaient alors l'armée ukrainienne. Ils se targuent d'une victoire sur l'État islamique, qui revient davantage aux Iraniens qu'à quiconque. Mais, au minimum, elle doit être partagée entre les Syriens, les Russes, les Kurdes, les Iraniens et les Irakiens. Enfin, et alors?
Je n'arrive pas à croire que c'est la guerre dans laquelle nous sommes. N'est-ce pas? C'est le cauchemar que nous vivons. Regardez cette bouffonnerie au plus haut niveau. Vous savez, il y a... Oui, enfin, bref. Donald Trump a dit aux États arabes, avant le début de la guerre, que cela prendrait au maximum 4 jours. 4 jours, leur a-t-il dit. Et vous savez, je suis stupéfait. Qui a bien pu donner ce genre d'informations à Donald Trump? Parce que je ne vois pas cela venir de Tulsi Gabbard. Je ne vois pas cela venir même du directeur de la CIA. Était-ce Netanyahou? Était-ce le Mossad? Dans quelle mesure sont-ils capables de convaincre le président des États-Unis qu'il pourrait accomplir quelque chose en Iran en 4 jours? C'est tellement stupide, rien que d'y penser. Même en parler, convaincre les États arabes que cette opération serait terminée en 4 jours et qu'il n'aurait aucun problème, c'est tout simplement absurde. Oui, je veux dire, c'est une bonne question. Qui était la dernière personne dans la pièce avec Donald Trump avant qu'il ne dise « OK, faisons-le ». Trump est connu pour être quelqu'un qui est d'accord avec la dernière personne qui lui parle. Vous savez, le rôle de Netanyahou et des Israéliens dans cette affaire est certainement très bien compris. Le désir de Netanyahou de déclencher cette guerre plus tôt, je pense, a beaucoup à voir avec sa politique intérieure. Cette idée qu'il veut avancer les élections en Israël, que cette guerre y est très populaire et qu'il peut en tirer des bénéfices politiques s'ils parviennent à la commencer et à la terminer, puis à organiser les élections. Oui, c'est... Vous savez, je ne pense pas que la CIA sous Radcliffe soit considérée comme un service professionnel doté d'un quelconque degré d'intégrité. Je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, la CIA qui intervient, eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi. Et la CIA qui vient dire, voici ce qui va se passer. Je pense que c'est tout à fait possible. Je veux dire, nous avons vu des renseignements politisés ou idéologiques tout au long de l'ère moderne. Regarde comment le MI6 parle, par exemple, de la guerre en Ukraine. C'est exactement le genre d'illusion qui imprègne le MI6 dans ce sens. Donc, ce n'est pas limité aux Américains. Et bien sûr, Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement national, qui a complètement, eh bien, je ne sais pas si c'est vendu est le bon terme. Vous savez, j'étais aux côtés de Tulsi Gabbard devant le Capitole des États-Unis en 2018, lorsqu'elle et feu Walter Jones ont présenté une résolution à la Chambre qui rendrait automatique les procédures de destitution d'un président s'il entrait en guerre ou utilisait la force militaire sans l'autorisation du Congrès. C'était en 2018, il y a seulement 6 ans, et nous en sommes là aujourd'hui. Donc, je ne vois rien chez Gabbard qui me pousserait à la défendre ou à dire « non, elle ne ferait pas ça ». Vous savez, pas seulement une instrumentalisation politique du renseignement, mais un pur non-sens. Je ne sais pas. Enfin, qui est allé là-bas pour dire que c'était possible? Encore une fois, je pense que cela a beaucoup à voir avec le succès de l'enlèvement de Maduro. Il y avait des gens qui se disaient « voilà comment ça va se passer. Qui va nous arrêter ?» Cette hubris est à la fois contagieuse et très dominante. Personne ne veut être celui qui n'est pas d'accord. Je veux dire, tu as vu ces rapports selon lesquels le Pentagone résistait, mais qui sait dans quelle mesure. Et on n'a vu personne démissionner, tu vois. Mais oui, enfin, cette idée, c'était d'abord 4 jours, puis 2 semaines, puis 4 semaines, et à un moment donné, Egg parle de 8 semaines. Ensuite, on commence à voir des informations venant du Pentagone disant qu'il se prépare pour des mois. Et puis Trump, bien sûr, part dans tous les sens, et Rubio aussi. Et les sénateurs américains, démocrates comme républicains, sortent des réunions d'information en disant « on ne sait pas ce qui se passe ». Les porte-paroles de l'administration Trump à la télévision sont tout aussi confus, contradictoires et tout simplement ignorants. Leurs déclarations n'ont donc essentiellement aucune valeur. Ouais,
Alors qu'est-ce qui se passe ici? Je pense que fondamentalement, tu as une guerre, Nima, que les États-Unis ont lancée, puis ont immédiatement lancé l'initiative, sans avoir d'objectif réellement atteignable, et se sont retrouvés piégés dans une forme de guerre où les Américains font l'inverse. Au lieu de comprendre les niveaux politiques et stratégiques de la guerre comme les plus importants, comme les véritables moteurs de la victoire, les Américains se concentrent sur les niveaux tactiques et opérationnels. Ils les maîtrisent très bien, ou peuvent les maîtriser très bien. Et tu regardes ce que font les Iraniens, comment leur stratégie visant à fermer le détroit d'Ormuz et à étendre la guerre dans toute la région les conduit à atteindre leurs objectifs politiques ici. Donc, vous savez, c'est juste une question, je pense, de savoir quand les autres nations exerceront suffisamment de pression sur les États-Unis et quand l'élite américaine commencera à ressentir la douleur des dommages économiques causés par cette guerre. Vous savez, le peuple américain est tellement éloigné du pouvoir. L'idée que le peuple américain mettra fin à cette guerre par la force populaire ou quelque chose de ce genre n'arrivera tout simplement pas. Cette guerre prendra fin lorsque le reste du monde se retournera résolument contre Donald Trump et lorsque les élites se retourneront également contre Donald Trump parce que leurs fonds d'investissement et les marchés seront durement touchés. Matt, la guerre en Ukraine a été l'un des événements les plus tragiques pour l'économie européenne. Et maintenant, avec la situation dans le détroit d'Ormuz, on voit bien que l'Europe se trouve dans une position désespérée. Elle recevait de l'énergie de la Russie, qui a été coupée, et désormais le détroit d'Ormuz est fermé. Penses-tu que l'Europe reconsidère ses politiques et agisse dans ce sens? Car elle dispose de son propre système monétaire, de son propre système économique. Elle pourrait être indépendante des États-Unis en matière de sécurité, d'énergie et d'économie. Y a-t-il des signes qu'elle modifie réellement ses politiques? Peut-être en élaborant de nouvelles ou en adoptant une approche plus raisonnable face à ce conflit. C'est un peu comme regarder, enfin tu sais, je n'aime pas vraiment les analogies où l'on compare des pays à des individus. Mais dans ce cas, avec l'Europe, j'ai l'impression de voir un ami retourner vers un partenaire ou un conjoint violent, tu vois. Ils n'arrivent pas à prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes, incapables de sortir de leur propre impasse. Et je pense qu'une grande partie de cela tient au statut de principaux vassaux de l'Amérique, d'être au sommet de la hiérarchie des sujets au sein de l'Empire. Cela exerce une emprise à la fois pratique et hypnotique sur les dirigeants européens, que ce soit au niveau national ou au niveau de l'Union européenne. Leur incapacité à reconnaître ce qui est le mieux pour eux, à se détacher des États-Unis, même si, à court terme, cela peut être très difficile. Mais l'idée est qu'ainsi, ils suivraient leur propre voie. Et vous savez, je l'ai déjà dit, le fait que les Européens ne l'aient pas fait après la fin de la guerre froide, je pense que c'est la source d'une grande partie des problèmes de l'Europe. L'Union européenne aurait pu suivre sa propre direction. Elle aurait pu continuer à mener des politiques qui ne provenaient pas du siège néolibéral des États-Unis ou du Royaume-Uni, je le dirais aussi, mais surtout des États-Unis. Ils n'étaient pas obligés d'adopter les méthodes néolibérales américaines. Ils n'étaient pas obligés de suivre les guerres américaines à travers le Moyen-Orient. Je veux dire simplement la quantité d'investissement qu'ils auraient pu faire en eux-mêmes tout au long des années 1990 et 2000. Cela aurait pu faire de l'Europe une sorte de puissance, qu'elle soit technologique ou éducative. Cela aurait pu se produire. Mais ils ont décidé que la meilleure chose pour eux était d'avoir une seule superpuissance dans le monde et d'en être le laquais,
d'être ce petit gamin qui traîne autour du tyran en pensant qu'il en tirera profit. Et maintenant, les Européens se retrouvent dans cette situation, comme vous le dites, où le coût de ce rôle s'est révélé dévastateur. Je veux dire, la blessure que l'Europe s'est infligée elle-même est tout simplement incroyable. Et le fait est que leurs politiciens nationaux et les dirigeants de l'Union européenne sont prisonniers de ce romantisme du passé, de cet héritage de la gloire impériale européenne. Qu'il s'agisse de leurs propres histoires nationales, de cet ADN qui demeure en eux, de ce sentiment qu'ils furent autrefois des conquérants, qu'ils ont autrefois dominé le monde. Tout cela résonne encore aujourd'hui. Et étant si proches du pouvoir, si proches des États-Unis, ils peuvent presque en goûter la saveur. Ils comprennent aussi que les guerres et les ennemis étrangers sont, ou du moins ils le croient, le meilleur moyen de détourner l'attention de leur population. Ainsi, tandis que le public européen est continuellement affaibli par les décisions de ses dirigeants de ne pas investir dans leur peuple, par les crises des systèmes de santé, les crises du logement, le déclin général de la qualité de vie, la désindustrialisation, les problèmes migratoires. Oui, les problèmes migratoires qui sont apparus à cause du soutien de l'Europe aux guerres américaines au Moyen-Orient. Je veux dire, c'est presque comique, ce que nous voyons ici avec les Européens. Leur décision de participer à cette guerre montre qu'ils ont essentiellement choisi, collectivement, de faire partie de l'Empire américain. Et par eux, j'entends spécifiquement les Merkel, les Macron, les Scholz, les von der Leyen, pas leur peuple. La meilleure décision pour eux est de rester les laquais de l'Empire américain, car toute autre option, à court terme, coûterait très cher à ses dirigeants et à leurs institutions, même si, à moyen et long terme, ce serait la meilleure chose pour leur peuple et leur pays. Tu as mentionné quelque chose de vraiment important, je pense, en ce qui concerne l'Union européenne, car nous devons prendre en compte tous les pays européens qui en font partie. Aujourd'hui, nous avons appris que l'Allemagne et la France utilisent leurs réserves de pétrole en raison des problèmes auxquels elles sont confrontées. Et la question est la suivante. D'un autre côté, nous avons vu aujourd'hui Kyriakos annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie et l'Iran. On peut constater que, d'une certaine manière, les politiques menées par lui-même ne profitent pas aux pays membres de l'Union. Combien de temps cela prendra-t-il pour ces pays? Penses-tu que le problème vient de leur direction, comme tu l'as mentionné, ou vois-tu quelque chose au-delà de cela? Quelque chose dans ces pays, chez les gens, qui ne comprennent pas encore la gravité de la situation. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'Asie occidentale en ce moment. Nous savons que la guerre en Ukraine a été dévastatrice pour l'Europe. Oh, c'est absolument dévastateur. Le tribut que cela a imposé, comme vous l'avez décrit, à l'économie européenne et à sa population, sera quelque chose dont ils mettront longtemps à se relever. N'est-ce pas? Je veux dire, c'est un choc pour leur économie et pour leur société dont ils mettront des années et des années à se remettre si nous avions une baguette magique et pouvions tout arrêter aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. Et les Européens vont investir davantage d'argent dans la guerre en Ukraine. Ils vont augmenter leur budget militaire. Je parlais justement ce matin, dans un podcast britannique, du budget militaire américain et de la façon dont, en réalité, il n'est pas conçu pour assurer la sécurité nationale du peuple américain, mais pour générer des profits pour les entreprises. Et puis, bien sûr, j'ai parlé de la réalité des navires et des avions américains qui sont de véritables cauchemars en matière d'entretien, et du fait que nous n'avons pas assez, que les États-Unis n'ont pas assez de bombes et de missiles pour soutenir cette guerre. Comment est-ce possible quand on dépense $1 billion, encore et encore? Et j'ai dit, voilà ce à quoi vous faites face. Si l'Europe poursuit cette hystérie autour des 5% de dépenses de défense du PIB,
Voilà ce qui vous attend. Si les Européens et les Britanniques pensent que cette arnaque n'est pas aussi faite pour eux, je ne sais pas quoi leur dire. Et donc, pour répondre à votre question sur le fait de savoir si ce sont seulement les dirigeants, eh bien ce sont certainement les dirigeants, mais ces dirigeants sont à la tête de structures institutionnelles corrompues. Et tout comme les dirigeants portent en eux ce rappel, cet ADN des gloires passées, il en va de même pour ces institutions. Mais il y a aussi la corruption, lorsque ces institutions et les individus qui les représentent estiment que leur meilleur intérêt à court terme est de maintenir le système de pot-de-vin, de maintenir la corruption, de maintenir l'arnaque. Et si cela passe aujourd'hui par la militarisation en Europe, qu'il en soit ainsi. C'est apparemment la voie que l'Europe emprunte. L'idée que nous aurons un effet keynésien sur nos économies grâce à la militarisation. Mais cela n'arrivera pas. Vous allez dépenser tout cet argent et il sera englouti par les entreprises. Ces entreprises vont vous fournir du matériel hors de prix qui ne fonctionne pas. Et cet investissement dans ces entreprises ne remet aucun argent, aucun véritable investissement dans les mains du peuple. Investir dans l'armée en pensant que ça va améliorer votre société ou votre économie est absolument, c'est tout simplement idiot. Quand vous achetez des chars, des bombes et des avions, ce n'est pas la même chose que de construire des routes, des hôpitaux ou des écoles. Il n'y a aucun bénéfice pour la population, aucun retour pour le peuple sur cet investissement public. Vous ne faites que donner de l'argent aux entreprises et à leurs actionnaires, et ils fabriquent des armes qui seront peut-être utilisées ou peut-être pas. Dans quel but? Pour vous entraîner dans une guerre avec la Russie que ces fous réclament depuis longtemps. Bravo. Je pense que c'est essentiellement ce que les peuples européens constatent. Quand je dis européens, j'inclus les Britanniques. Et je suis encouragé de voir certaines choses comme le Parti vert au Royaume-Uni qui progresse. Mais la réalité, c'est que les partis de gauche à travers l'Europe ont beaucoup de mal. Et ce sont les partis de droite qui ont repris ce rôle en disant « Nous sommes là pour protéger le peuple. Nous sommes ceux qui reconnaissent la folie, la criminalité, la stupidité de nos dirigeants. » Nous comprenons comment nous en sommes arrivés là et nous allons agir. Et vous savez, la gauche, jusqu'à présent, dans la plupart des pays d'Europe, d'après ce que j'ai vu, n'a pas répondu comme elle aurait dû le faire. Mais au moins, je pense que le Parti vert au Royaume-Uni semble bien se porter. Je pense qu'en France, la gauche s'en sort mieux que d'autres. Oui, en France aussi. Mais cela n'est arrivé qu'après qu'elle s'est détachée du centre, auquel elle s'était accrochée beaucoup trop longtemps. Cela ne date que de ces dernières années, n'est-ce pas? Et je reconnais aussi le mérite des Espagnols. Quand j'étais en Espagne l'année dernière, les Espagnols étaient très fiers que leur pays soit le seul en Europe à ne pas avoir connu de succès de l'extrême droite. Oui, donc tout cela nous conduit à ce moment où des décisions doivent être prises. Sinon, ces décisions seront imposées à ces pays, que ce soit l'Europe, les monarchies du Golfe, le Japon ou la Corée du Sud, comme un fait accompli, un résultat déjà tout prêt. Et donc, vous savez, cette guerre, je pense vraiment que cette guerre est un catalyseur d'une nouvelle époque, d'une nouvelle ère dans l'histoire du monde. Elle va entraîner une transformation radicale du monde issue de ce conflit. Et sinon, cela mènera à une grande dépression et à d'autres guerres, peut-être même à une troisième guerre mondiale. Tu sais, Matt, Donald Trump vient d'annoncer qu'il allait activer les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis. Il pense que les prix du pétrole vont baisser plus que beaucoup ne l'imaginent. Mais ce ne sont que des calmants. Je ne vois pas vraiment que ça.
Les Iraniens garderont le détroit d'Ormuz fermé plus longtemps que ne dureront nos réserves, c'est certain. Vous savez, je ne me souviens plus de la taille des réserves américaines. 3 mois, je ne sais pas si c'est indiqué quelque part. Mais les réserves de beaucoup de pays durent environ 3 mois. Et quel est l'état de ces réserves? Aux États-Unis, certains présidents ont puisé dans les réserves sans les reconstituer complètement. Donc je ne sais même pas dans quel état se trouve la réserve stratégique de pétrole des États-Unis. Est-elle pleine? Je n'en sais rien. Mais je pense que les Iraniens comprennent très bien que cela durera aussi longtemps que nécessaire et que cela continuera. Comme je l'ai dit, je pense que les Iraniens ont l'initiative ici. Je pense que les Iraniens sont les seuls à avoir une sorte de vision de la direction qu'ils veulent donner à cette guerre. Et ils ont aussi les forces en place pour la mener à bien. Tu crois vraiment que les Iraniens se soucient de la perte de ces navires qu'ils ont déjà perdus? Tu sais, ils ont un mécanisme pour larguer des mines. C'est tout ce dont ils ont besoin. Ils n'utilisaient pas ces navires. Ils ont tous explosé à quai. Ce n'est pas comme si on avait vu des vidéos ces derniers jours d'Iraniens se faisant exploser en poussant des mines par-dessus bord. Et si nous comprenons bien ce que le sénateur Chris Murphy a déclaré aujourd'hui à la sortie d'un briefing à huis clos, il a décrit les Iraniens comme ayant déjà paralysé le détroit d'Ormuz. Donc, qu'ils y aient posé des mines ou fait autre chose, au minimum, il est fermé, comme on dit dans l'armée, parce qu'ils le contrôlent par le feu. Et ce matin, nous avons appris que 3 navires avaient été touchés par des drones iraniens. Aucun navire ne passe par là, peu importe ce que Donald Trump dit à propos de la marine américaine escortant des navires. Cela n'arrivera pas. Les Iraniens estiment clairement que si cela doit durer 3 mois, 6 mois ou 1 an, eh bien c'est ce qu'ils feront. Surtout s'ils continuent à vendre leur pétrole à prix fort. Je veux dire, ils obtiennent actuellement une prime pour leur pétrole. Donc oui, la capacité des Américains à se mettre dans une telle situation, puis à se montrer aussi incompétents en essayant de mener une guerre impossible à gagner. À moins de vouloir une invasion terrestre massive et de littéralement prendre le contrôle de l'État par la force militaire, comme en Irak en 2003, je ne vois pas comment les Américains peuvent atteindre le moindre objectif ici. Merci beaucoup, Matt, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Merci, Nima.